Rebonjour à tous. Donc on va parler de rayonnement et des enjeux de rayonnement de l'art de recevoir. Je vais d'abord parler des absents parce que vous avez dans le programme des personnalités qui n'ont malheureusement pas pu être parmi nous. Donc Alain Bauer qui est gastronome mais aussi criminologue. Donc vous comprendrez que vu l'actualité, il y a d'autres feux qui ont pu être braqués sur lui. Et de la même façon, Michel Durieux, qui représentait le ministère des Affaires étrangères et donc du tourisme, et disons que les feux de l'actualité ou les contre-feux qu'il faut allumer sur ce secteur qui a subi aussi des coups en second niveau suite aux événements malheureux de la semaine dernière, l'ont amené à décliner à la dernière minute l'invitation qu'on lui avait transmise. Mais les institutions et le domaine public ne sera pas absent de ces débats et de cette table ronde, puisque Marie-Bernard Amirault, directrice des relations internationales de la mairie de Tours, a relevé le gant et le challenge de discuter avec nous de l'importance de ces institutions et de la puissance publique, même si c'est dans sa dimension plus locale, sur ce sujet de rayonnement de l'art de recevoir à la française. Donc, merci de nous avoir rejoints. Olivier Rollinger, qui est le parrain de cette manifestation, je ne vais pas le représenter, mais c'est un grand voyageur à travers ses produits, ses savoir-faire et toute l'expérience accumulée. Et Claude Fischler, qui est directeur de recherche au CNRS, sociologue, à qui je passerai la parole après une brève introduction pour faire le lien avec une étude qu'il a menée il y a quelques années à travers différents pays. Le sujet qu'on veut traiter ici, ou essayer de traiter, c'est de placer l'art de recevoir en tant qu'enjeu fort pour la France. Donc l'enjeu culturel, il vous a été évoqué, et il le sera encore à travers les différentes tables rondes qui font le cœur de cette manifestation, aujourd'hui et demain. Mais c'est plus sur la dimension, il sera bien sûr là en filigrane, parce que la culture est toujours présente quand il s'agit de la France, dans toutes ses acceptions, mais c'est plutôt dans cette table ronde sur les enjeux économiques et politiques que je voudrais attirer les propos des participants à cette table ronde. Manger, la France le fait bien, et le fait bien avec les gens qu'elle reçoit et qu'elle donne la chance ou la possibilité plutôt pour être plus humble, de connaître sa cuisine de par le monde. La façon de transmettre cette cuisine, de l'accompagner, d'informer autour de la cuisine est essentielle. Et c'est aussi un enjeu fort économique pour les produits qui circulent. Quel est le rôle que peuvent avoir les institutions pour soutenir ici et ailleurs tous ces efforts et toute cette économie? C'est un peu autour de ça qu'on souhaite discuter dans cette table ronde. Donc je passerai, comme je l'ai dit, la parole à Claude Fischler pour lui demander rapidement, un peu en flash, à travers une étude qu'il a menée il y a quelques années dans différents pays sur la façon de manger, quelle est la façon de faire manger et d'informer sur la nourriture dans ces pays, et quels sont les enjeux forts qu'il a pu relever à travers ces études. Mais c'est un peu un piège là, parce que c'est l'art de recevoir, là, notre sujet, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Bon, alors c'est vrai que j'avais pas envisagé les choses directement sous cet angle-là, mais enfin, j'ai quand même peut-être 2-3 choses à dire. Alors, on a eu l'occasion de faire plusieurs enquêtes comparatives sur ce qu'en psychologie sociale on appelle les attitudes, c'est-à-dire les croyances, les représentations, les opinions, etc., sur l'alimentation, ses rapports avec la santé, sa signification générale, etc. Et c'est vrai qu'on trouve des différences absolument radicales. Excusez-moi, c'est pas un mot qu'il faut prononcer en ce moment, mais très très profondes entre des pays qui sont, disons, regroupés indistinctement d'habitude par les médecins, les nutritionnistes, sous la rubrique pays occidentaux, Western Diet, c'est-à-dire ceux qui ont connu, n'est-ce pas, la transition, enfin,
à propos de la transition nutritionnelle, on dit toujours que les pays en voie de développement ou les pays émergents vont vers une westernisation de l'alimentation, et en principe, c'est nous. Et en fait, il y a des différences gigantesques dans les façons de manger, et même dans les quantités, puisqu'il y a des taux d'obésité qui varient du simple au triple entre la France, les États-Unis, etc. Et donc, dans ce contexte-là, on se disait, est-ce qu'on peut identifier des différences dans les conceptions, dans les façons de voir et de faire telles qu'elles sont rapportées? Et c'est vrai que ce qui était toujours très, très frappant, c'était l'opposition absolument basique, binaire, entre deux pôles. Dans tous les pays qu'on étudiait, il y avait toujours une différence maximale entre Français et Américains. Et la grande différence, c'était la conception même de ce que c'est que manger. Tout à l'heure, on a posé la question à Jean-Pierre Corbeau et Thibaut de Saint-Paul. Qu'est-ce que c'est bien manger? Est-ce qu'on va pouvoir... ils ont répondu comme les sujets dans les enquêtes, c'est-à-dire en reflétant un petit peu la norme dominante dans leur culture, ce qu'on fait tous. Et là, ce qu'on a vu, ce qu'on voit, c'est que il y a une différence radicale entre les Américains et les Français quand on leur pose cette question. Les Américains disent bien manger, bon, c'est une affaire de discipline. Si j'arrive à manger bien comme il faut, c'est-à-dire pas trop de la bonne proportion de lipides, de glucides, de protéines, etc., je peux espérer vivre jusqu'à 120 ans. Enfin, j'exagère un peu. Donc, c'est une question de santé, c'est une question de nutrition, et c'est une question individuelle, et c'est même une question personnelle, parce que chacun dit aussi très souvent, il faut que je trouve la vérité nutritionnelle qui me correspond, et ça, c'est pratiquement l'œuvre d'une vie. Bon. Et les Français, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent d'abord, ils disaient, parce que c'était il y a quelques années, mais enfin, les études plus récentes ne contredisent pas ça. Ils commençaient par mettre de côté un certain nombre de choses qu'ils considèrent de bon sens. Ils disaient il faut manger varié, équilibré, pas trop de sucre, pas trop de gras, pas trop de sel dans la période récente. Avant, on ne parlait pas du sel. Et une fois qu'ils ont dit ça, ils disent bon, un bon repas entre amis, avec des gens qu'on aime bien, c'est vraiment un truc très français. Et quand on fait de l'analyse lexicale, quand on passe ça à la moulinette informatique, tous leurs discours, on voit que dans les classes sémantiques que la machine isole, plaisir figure dans la même catégorie que des mots qui sont de la nutrition, protéines, sucre, etc. C'est-à-dire qu'en fait, dans le discours, ce qui est bon, c'est bon. Ça peut être au goût, ça fait plaisir, mais c'est bon aussi pour la santé, et c'est bon probablement maintenant pour la planète. Je dis probablement, mais en fait, on a des données qui vont dans ce sens. C'est-à-dire que ce qui est bon est 3 fois bon. Et ça recoupe aussi très bien ce qu'une prof de Grenoble, de l'école de business de Grenoble, qui s'appelle Carolina Verle, a montré en comparant les réponses à un petit questionnaire d'étudiants américains et d'étudiants français. En gros, pour les Américains, si c'était bon, gourmand, source de plaisir, c'était probablement mauvais pour la santé. Tandis que pour les Français, il n'y avait pas du tout cette opposition aussi claire, même le contraire. Donc ça, c'est le contexte radicalement différent, disons, culturel. Et pour nous, manger, alors ça c'est aussi la chose importante, quand on dit « j'ai pas mangé à midi », quand on dit « j'ai pas mangé à midi », ça veut dire qu'on a mangé un sandwich au comptoir du bistrot d'en face. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas nourri. Mais on n'a pas mangé, on ne s'est pas assis, on n'a pas fait un repas qui correspondent à des conditions minimales de temps, d'espace, de personnes présentes et de syntaxe, disons, du repas. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que cette opposition très fonctionnelle et très hédoniste, on va dire, de la perception du manger se traduit dans la façon de proposer, de servir l'assiette dans ces pays? Est-ce qu'on peut pousser le parallèle? La réponse est oui, mais pas pour les raisons qu'on pourrait penser, parce que la conception française, elle est certes hédoniste, enfin dans les discours, mais au fond, c'est pas ça. C'est surtout, comme on le disait dans le débat sur le patrimoine, le repas gastronomique et le patrimoine culinaire des Français, c'est que la conception française du manger autour du repas, etc., c'est rituel, et c'est même davantage que ça, comme on l'avait montré dans
dans cette enquête, dans l'analyse de cette enquête, c'est que le modèle implicite du repas, c'est un modèle communiel. C'est carrément chaque repas, c'est un peu l'Eucharistie. D'où la difficulté de s'affirmer sans ni-ni. Je veux dire, sans ceci, je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela, je suis allergique, je suis végétarien, etc. Dans toutes les enquêtes, on trouvait moins, jusqu'à une date récente en tout cas, on trouvait moins de végétariens déclarés en France qu'ailleurs, en Europe, à cause de ça. C'est-à-dire que c'était une infraction au rite communiel de ce repas. Et donc on s'excommuniait littéralement. Les Américains, on a trouvé que ce n'était pas du tout ça. Les Américains, c'est pas du tout ça. On est dans une civilisation, comme dirait Pascal Horry, on est toujours d'accord là-dessus, historiquement protestante et même puritaine, et qui donc valorise la responsabilité individuelle, liberté, responsabilité individuelle, citoyenne, etc., responsabilité directe devant le Très-Haut, pas d'instance intermédiaire, de communion, de confession, de grand appareil ecclésiastique, rien, pas d'indulgence ni tout ça, une responsabilité directe. Et dès lors, c'est en tant qu'individu libre et responsable qu'il rencontre l'autre, éventuellement autour de la table, mais à ce moment-là, c'est l'objet d'une négociation. C'est un contrat, le repas à l'américaine. Donc, bon, écoutez, moi, on va passer un bon moment tous les deux, là, ou tous les trois, ou je sais combien. Moi, je ne mange pas ceci, je ne mange pas de cela, et vous, etc. On se met d'accord. Et c'est ça la conception du repas. Ce qui veut dire qu'il y a des conséquences très directes sur la question que vous me posez, et ça m'a beaucoup frappé aux États-Unis, c'est que la fréquentation du restaurant, c'est une conquête d'une certaine manière pour les Américains, et c'est aussi quelque chose d'assez différent de ce que c'est pour nous. Je ne dis pas que quand on est autour de la table, ce n'est pas convivial, pour utiliser le mot qu'on utilise tout le temps, et qu'il ne passe pas un bon moment. C'est pas ça, d'ailleurs, il suffit d'entendre le niveau sonore dans les restaurants branchés aux États-Unis pour voir qu'on ne s'ennuie pas, même si on gêne les voisins. Mais c'est surtout que la découverte des restaurants du monde ou des nouveaux restaurants, c'est justement c'est un acte culturel. C'est-à-dire que c'est finalement pas radicalement différent du fait d'aller voir la dernière exposition ou le dernier musée. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours un petit peu gêné quand je débarque là-bas et que la première chose qu'on me dit, ah, on va t'emmener, il y a un nouveau restaurant. Je me dis, mais j'ai pas forcément envie de découvrir un nouveau restaurant. J'ai peut-être envie de retrouver un endroit que je connais et que j'apprécie. Et non, il y a ce côté, bah oui, découvrir, apprendre, se cultiver, ce qui est très beau et très noble, mais qui n'est pas forcément la même chose. Et j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on tienne un petit peu compte de ça dans les discussions et dans la réflexion qui va être centrale dans la discussion, une fois que je me serai tu parce que je suis trop long, sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être plus à la hauteur, pour garder notre place ou en conquérir une plus à l'ordre du jour, sur la scène mondiale de la restauration, je ne dis même pas de la gastronomie, de la restauration, du manger, du bien manger, de la cuisine, autre chose, parce que manifestement, il y a un problème, et ce problème, c'est probablement qu'on a un petit peu une conception trop figée maintenant de ce que c'est que la restauration et que le modèle est trop inspiré ou trop uniquement inspiré par disons la restauration haut de gamme, le standard 3 étoiles Michelin, et on est en train de perdre autre chose. Alors, je vous laisse encore un petit peu la parole justement pour pousser votre raisonnement sur le manger dans la sphère privée, le paradigme que vous avez développé. Quelles sont les conséquences que vous analysez sur la façon justement de servir quand on rentre dans la sphère commerciale ou la sphère plus conviviale, de servir ou de proposer ses plats? Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées? En gros, les figures qu'on a du service dans les pays comme les États-Unis, en France, quels sont un peu les liens que vous pouvez faire avec... Comme vous savez, aux États-Unis, les serveurs, ou en tout cas dans la représentation collective, et aussi en grande partie dans la réalité, ne sont pas des professionnels.
Quand vous commencez à échanger avec quelqu'un dans un restaurant aux États-Unis, et c'était même l'objet d'histoires drôles en Californie, il vous dit toujours qu'en fait il est comédien ou elle est comédienne et elle fait ça en attendant de décrocher son contrat avec la MGM. Et puis d'autre part, il y a le mode de rémunération qui est en train d'être remis en cause éventuellement par certains aux États-Unis. Et tout ça fait qu'il y a... Et puis bon, il y a la culture américaine d'espèce de démocratisme comme ça qui fait qu'on ne peut pas manifester une distance hiérarchique trop grande. Et il y a une familiarité qui peut nous paraître tantôt sympathique, tantôt agaçante quand le serveur ou la serveuse arrive et vous dit « Hi, my name is je ne sais pas quoi et je serai votre serveur ce soir. Alors nos spéciales du jour. » Bon. C'est-à-dire qu'il y a un côté familier, il n'y a pas d'autre mot comme ça, qui plaît aux États-Unis et qui plaît à certains et qui peut paraître plus moderne pour nous, mais je crois qu'il y a un petit malentendu sur la... Tandis qu'ici, évidemment, on est encore avec ce modèle que certains considèrent du pingouin et d'un formalisme excessif, de l'impression d'être mal à l'aise et d'être... peut-être parce que, et c'est ce qui se passait aux États-Unis avant cette forme de service actuel, par exemple dans la restauration française, quand on parlait toujours du maître d'hôtel désagréable, the sneering maître d', qui était un personnage légendaire qui a existé au restaurant Le Pavillon. C'est raconté par Harvey Levenstein dans un de ses bouquins. C'est très très amusant. Et c'était devenu finalement une sorte d'attraction. Et là, le problème, c'était qu'il y avait un sentiment d'infériorité qu'il fallait maintenir vis-à-vis du client américain qui était censé venir justement s'éduquer. On était en train de remplir une tâche de missionnaire. Enfin, je sais pas, je parle sous le contrôle d'Olivier Rollinger, mais j'ai connu beaucoup de cuisiniers français il y a quelques années qui partaient aux États-Unis avec leur beau col bleu, blanc, rouge, quelquefois, et puis qui pensaient qu'ils allaient civiliser les mangeurs du Wisconsin ou du Midwest, et puis qui arrivaient, qui étaient bien déçus, parce que les mangeurs du Wisconsin, à midi, voulaient un sandwich, et pas de tralala. Et donc on a eu beaucoup de cuisiniers un peu amers qui revenaient déçus. Il y en a d'autres qui ont réussi magnifiquement, et qui sont devenus des institutions. Mais enfin, bon, cette période, maintenant, je pense qu'elle est en train de s'achever et qu'on rentre dans une nouvelle période. Alors Olivier Rollinger, vous, votre vision de voyageur et de professionnel sur cette... J'ai envie de centrer ça tout de suite pour sortir un peu de l'analyse sociologique sur la performance. C'est-à-dire qu'on a, Claude Fischler a un peu moqué le serveur américain un peu mécanique, mais quelque part, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'il nous parle... Et il y a plein d'autres modes de fonctionnement professionnels. Je pense les Japonais qui re-revendiquent à l'occasion des Jeux Olympiques le motenashi, l'art de recevoir. On peut expérimenter différents modes de fonctionnement, on peut les juger d'un point de vue culturel, mais la question c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça correspond à des codes d'aujourd'hui qui sont en évolution? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous quelques éclairages sur les expériences que vous avez pu observer. Bonjour à celles et à ceux qui n'étaient pas là ce matin. Je suis désolé, mais en tant que cuisinier, je dois défendre. J'ai entendu 3 mots qui m'ont blessé dans la journée. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de jeunes dans l'amphithéâtre cet après-midi. Il y en avait beaucoup ce matin. Et je voudrais m'adresser à eux parce que... et plus particulièrement à ceux qui se destinent au travail de la salle. 3 choses m'ont vraiment plus qu'agacé, évidemment dans le contexte, mais Claude a parlé de pingouin. Dans le texte, là, on parle de serveurs grincheux.
Pingouin, c'est ce que disent les gens, c'est pas mon non, avis. je sais très bien, Claude. Non, mais je reprends, c'est cet adjectif pingouin, grincheux. Et cette dame, tout à l'heure, dans le film qui a été projeté dans le McDonald's, qui parle de ces jeunes comme des larpins, vraiment, je peux pas... Enfin, on se doit de défendre cette corporation, on se doit de rendre la beauté, d'être au service de l'autre, ce merveilleux métier, et de ne pas le dévaloriser systématiquement. Alors maintenant, mais je tenais vraiment à mettre ces choses-là au point parce que j'ai trop de jeunes qui s'investissent. D'abord, il y en a tellement peu qui sont dégoûtés justement par du pain, du beurre, immédiatement. Il y a peut-être quelque chose que nous devons absolument débloquer. À la fois pour rendre plus accessible l'auberge, le restaurant, mais aussi le restaurant étoilé qui finit par être ennuyeux. Je pense qu'il y a des codes qui sont présentés dans les écoles hôtelières, et là, ce n'est surtout pas pour pointer du doigt les enseignants, parce que finalement, ils répondent à un code. Il n'y a pas de responsable, je ne veux pas poser les doigts, mais on se doit de se poser la question si aujourd'hui ce modèle, qui n'attire absolument plus une jeunesse comme il a pu l'attirer autrefois, il y a sûrement un problème de salaire, il ne faut pas se voiler la face, hein. Ça c'est évident. Mais au-delà, c'est cette forme de décontraction que l'on trouve dans tous les pays anglo-saxons, et pas simplement dans les pays anglo-saxons d'ailleurs, cette aisance, non pas ce service, mais tout d'un coup cette complicité, et aussi bien dans une crêperie, une pizzeria, un petit restaurant. Il ne s'agit pas ne parlons pas des restaurants étoilés, mais quel que soit celui qui vient, qui vous ouvre la porte, qui vous installe à une table, qui va vous apporter à un moment une parenthèse, c'est même le déjeuner rapide le midi, et qui va prendre soin de vous comme ça pour... Il y a sûrement quelque chose... Il y a des lignes que nous devons faire bouger en France à ce niveau-là. Celui du salaire également. Pourquoi ? Parce que, de cesse aujourd'hui, encore probablement le modèle anglo-saxon, mais vous savez, tout le monde est à part variable. Tout le monde est à part variable, avec des objectifs. Et en particulier, dans n'importe quelle société, les commerciaux, que ce soit celui qui vend des Alfa Romeo ou celui qui vend n'importe quoi, il y a une part variable sur ce qu'il a vendu. Comment pouvons-nous imaginer que quelqu'un qui doit valoriser une maison, une cuisine, une carte des vins, qui est un véritable commercial aussi, à côté d'être un complice, il faut absolument qu'il soit intéressé au chiffre d'affaires qui est généré par son service. Il faut remettre en place cette notion de service. Alors, est-ce qu'il faut intégrer d'ailleurs l'ensemble des équipes dans un restaurant ? C'est-à-dire, vous savez, il y a cette fameuse loi, j'ai oublié son nom, mais enfin cette loi d'art qui théoriquement empêche toute personne qui n'est pas en contact avec les clientèles de ne pas percevoir de pourboire ou un service. C'est assez aberrant. C'est-à-dire que la personne qui porte la valise, qui vous ouvre la porte, qui vous donne votre veste au moment d'arrivée du départ, peut être au service. La personne qui, elle, est en arrière-plan, même le chef de cuisine, s'il ne vient pas vous voir, il n'a pas le droit au service. Enfin, les trucs. Mais par rapport à cet équipage de salle, nous devons absolument très vite y réfléchir, parce qu'il en va de la restauration dans sa globalité en France, d'abord pour le recrutement, l'intérêt pour ce métier, mais également dans notre manière d'accueillir toute cette clientèle étrangère, parce que si on les laisse figer dans cette espèce de truc avec leur veste blanche et leurs petits nœuds papillons noirs, avec le lito sur la bonjour madame, bonjour monsieur, ça vous a plu, ça a été, bon appétit, bonne continuation, bonne dégustation. Il faut sortir de tout ça. Hein. C'est-à-dire que justement, le client, vous allez même dans un 3 étoiles, vous allez chez Daniel Boulud à New York, vous allez chez Thomas Keller, il y a une forme de
décontraction chic, mais tout d'un coup, ce jeune, il est dans son époque, il peut parler. Alors, ce matin, on évoquait le fait, oui, tout le monde s'appelle you et tu, mais enfin bon, on connaît les castes du monde anglo-saxon, n'est pas dépourvu de castes, il y a d'autres codes. Mais il y a ce rapport direct à l'autre que nous devons absolument réinventer. Voilà, c'est une réflexion. Juste pour l'anecdote, en 1973, j'étais en seconde et un de mes copains décroche du monde scolaire, va passer un CAP vite fait de serveur, il va aller au casino, travailler au casino de Saint-Malo, puis se retrouver sur les planches de Deauville. Je veux dire en 72-73. Il gagnait, on disait ça, et ce qui nous fascinait, nous on est allé à Mobilette le voir à Deauville. D'abord, il avait lui pu s'acheter une voiture, et en plus il y a un truc qui nous fascinait, nous les jeunes, c'est qu'il avait une bouteille de whisky avec son nom marqué dessus dans toutes les boîtes de Deauville. On disait, mais qu'est-ce qu'on fout, nous, sur les bancs de l'école, avant de gagner ce qu'il gagne? Il gagnait une brique. On appelait ça une brique, c'est-à-dire 1500 €. En 1972, 73. Vous imaginez si aujourd'hui on revalorisait, il n'avait pas 20 ans. Donc ces métiers, aujourd'hui, ne sont pas rémunérés à la hauteur qu'ils devraient être. Ça ne veut pas dire que les cuisiniers sont trop payés, hein. Parce que là, je crois que j'aurai un problème. Mais ce métier d'être en relation avec l'autre, de s'occuper, de prendre soin de l'autre, n'est plus... Alors, vous allez me dire, c'est tous les métiers de service. Probablement. Mais bon, c'est un constat, mais je crois qu'on doit tous, les enseignants, nous, les chefs d'entreprise, toute la restauration dans sa globalité, devons réimaginer ce sens de l'accueil et cette manière d'être de nos équipes qui y reçoivent. Ou alors, bien, tous les cuisiniers vont emmener leurs assiettes. Alors Marie-Bernard Amirault, en regard de ce qu'il dit Olivier Rollinger sur les constats qu'il fait, quel regard du monde, de la clientèle internationale, et en quoi est-ce que c'est un enjeu pour une région qui accueille, par exemple, Alors oui, effectivement, la table, c'est un véritable enjeu, mais plus que la table, globalement, c'est un environnement d'accueil que l'on essaie de créer, nous, au niveau de la ville de Tours, mais que je partage avec tous mes collègues en termes de relations publiques et de relations internationales, y compris ceux du ministère des Affaires étrangères, puisque je travaille beaucoup avec eux. Monsieur Rollinger, vous parlez de générosité, d'environnement finalement bienveillant. Je crois que l'enjeu qui est celui de nos territoires et de la France, in situ, chez nous, c'est cette attention, ce respect envers ceux qu'on accueille avec bienveillance, mais aussi avec nos troupes, avec nos équipages. Je crois qu'il faut qu'on soit cohérent de bout en bout dans la mission qui est la nôtre, vous restaurateurs. Moi, je travaille avec des restaurateurs, avec des hôteliers, avec différents commerçants, différents corps de métier. Et si dans mon cahier des charges, parce que je suis un peu hôtelière, je suis un peu restauratrice, je suis un peu commerçante, en fait, je suis, moi, VRP de la ville de Tours, ici, à Tours, mais aussi à l'étranger. Moi, je suis super VRP de Tours, de la région centre, voire même de la France à l'étranger. Mais mon cahier des charges, c'est avant tout me respecter moi en tant que personne, avec les compétences qui sont les miennes, et de tous ceux qui sont associés au projet qui est celui de la ville de Tours, qui est un peu le mien, puisque je suis une coordinatrice, une organisatrice pour la ville de Tours. Et en fait, l'enjeu et ce qu'on attend de ceux que nous recevons, ou même qui nous reçoivent chez eux, ce qu'ils attendent de nous, Français, c'est qu'on ait une intention généreuse, bienveillante, qualitative, et qu'on crée une autre sorte de paradigme ou même de mode projet de qualité. Et ça peut être un projet modeste, hein, parfois... Moi, ma gastronomie, ça va être à la Guinguette Tours-sur-Loire,
à 50 mètres d'ici. Mais dans mon projet, dans l'intention qui est celle de la ville de Tours, c'est que les gens que je vais recevoir et ceux avec lesquels je vais travailler, c'est-à-dire ceux qui vont animer la guinguette, je leur explique mon projet, que je leur explique ce que je vais accueillir, les enjeux qu'il y a derrière, et qu'ensemble, on tisse, on construit, on bâtit un projet ensemble. Et il y a très simplement l'année dernière, avec le maire de Tours, on a accueilli un vice-ministre de l'Intérieur du Japon. Donc a priori, c'est un personnage voilà, important. Ce monsieur tout à fait adorable qui était venu ici pour le tramway, pour des questions de développement durable. Ça, c'était le fond de sa venue, de son intention à venir ici à Tours. Donc on l'a satisfait. J'ai monté un programme, un cahier des charges qui l'a satisfait. Mais l'intention derrière, c'était ce qu'il attendait de nous, France, nous, ville de Tours, Val-de-Loire, patrimoine mondial. C'était autre chose, c'était son imaginaire de la France, à le faire rêver. Et je lui ai proposé, je lui ai demandé si un restaurant, 3 étoiles, une belle table, ça l'intéressait. Et je lui ai posé cette question-là parce que je sais, avec l'expérience qui est la mienne de plus de 20 ans, c'est de poser la question. Est-ce qu'il a envie de ce type de restaurant ici en venant en France, sachant que à Tokyo, il peut aller chez Monsieur Mikuni, un de vos collègues que je connais et que j'apprécie beaucoup, une des meilleures tables françaises au Japon. Et en fait, ce monsieur, très simplement, m'a dit, vous savez, Marie, ce que j'ai envie, c'est d'être au plus près des Français. J'ai envie de vivre quelque chose d'inédit, de qualité, mais inédit et d'humain. Et je sais, moi, à qui je peux m'adresser ici, chez moi, pour vendre mon territoire et vendre quelque part une France très qualitative, très avenante, très respectueuse de celle qu'on accueille. Ben, la guinguette, voilà. Et ce sont des gens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, parce que là, je vais trouver un service de restauration avec un vrai restaurateur, mais qui casse les codes, avec des gens qui font un service un peu décomplexé, comme je pourrais trouver aux États-Unis, mais alors avec un service impeccable. Alors, ils n'ont pas la livrée, les serveurs, mais ils ont un sourire déjà, ils ont une attention, et ils ont une intention de faire plaisir et d'accueillir et de faire passer un bon moment. Et ça, c'est avec ce vice-président, mais c'est avec plein d'autres personnalités, ou voire des gens beaucoup plus simples. Et en fait, j'essaie de créer un paysage, un environnement qui plaît, qui va créer des émotions. Et les émotions, on sait, elles sont inscrites pour longtemps. Et cette envie de France, ici, mais cette envie de France ailleurs. Parce que moi, mon intention dans mon projet, c'est au-delà de l'accueil de ce vice-ministre, c'est qu'on arrive à monter par la suite des projets de coopération qui vont pouvoir porter sur la gastronomie. Mais actuellement, avec le Japon, puisque la ville de Tours va accueillir les 5e rencontres de la coopération France-Japon l'année prochaine au mois d'octobre, c'est de travailler sur l'échange d'expériences, de bonnes pratiques, sur la métamorphose urbaine. Ça va être sur les villes durables, ça va être sur les villes connectées. Mais derrière, intrinsèquement, il y a toujours cette qualité de l'accueil, de l'art de recevoir, avec une belle intention, et puis d'une esthétique, mais aussi d'un fond de qualité. Mais ça suppose voilà, une certaine bienveillance, une bientraitance, du respect, un sourire et des émotions. Voilà. Donc ce que j'entends, c'est que l'accueil, bien au-delà de la gastronomie, va être un facteur important, stratégique, dans éventuellement des relations économiques, etc. Et ce que j'entends aussi, c'est que ce soit pour des personnalités ou pour j'ai envie de dire le commun des mortels qui nous vient d'autres frontières, qui traversent nos frontières, il y a un modèle un peu qui se cherche quand même. Donc ce que j'ai envie de vous demander, on va peut-être faire un peu de constat, c'est qu'est-ce qui est à rechercher dans ce modèle aujourd'hui? C'est-à-dire qu'est-ce qui reste porteur de valeur pour l'accueil français et qu'est-ce qui est questionnable? J'entends vos réserves sur Pingouin. Néanmoins, je crois que c'est dans un article qui a annoncé ces rencontres, il y a une petite start-up de jeunes qui s'est montée sur No More Penguins. Et ça marche très bien pour eux. Donc j'entends Pingouin, j'entends Grincheux, mais c'est effectivement un article du New York Times qui disait
c'est peut-être voulu, mais des fois, ça nous casse un peu les pieds. Nous, on en a marre de cette arrogance française. Donc, plus simplement, vous, qu'est-ce qui est à mettre du côté clair de la force et qu'est-ce qui est à mettre du côté obscur pour en faire le constat et puis pour faire que cette force, elle se déploie mieux ou elle continue à se déployer avec vigueur? Moi, tout d'abord, évidemment, je trouve ça merveilleux, la notion de la guinguette. Mais enfin, pour autant, vous savez, les maisons qui veulent tendre par l'excellence et qui sont étoilées ou autres ne sont pas totalement déshumanisées, je tiens à vous rassurer. Et bien au contraire, parce que ce sont des artisans que le monde entier nous envie. Il y a bon nombre de petits restaurants tout à fait intéressants dans le monde entier, mais la recherche de l'excellence, c'est d'abord la recherche du meilleur produit. Et il est vrai aujourd'hui, lorsque l'on voit des grandes enseignes et beaucoup de restaurateurs qui tombent dans le travers du commun des mortels, c'est-à-dire qui s'engouffrent dans la grande surface. Et aujourd'hui, quand on voit des sociétés comme Métro, comme pour ne pas les nommer, qui deviennent aujourd'hui des couloirs presque inévitable pour se fournir. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut savoir défendre l'ensemble des petits producteurs et pas quelques-uns pour soigner une image. Mais concernant cette approche, moi je pense qu'il faut faire confiance à une jeunesse aussi, qui se remet en question totalement. Et puis si on a un vide quelque part au niveau de l'accueil, il y avait bien un endroit justement où il y avait cet accueil tellement vrai, tellement authentique. Dans tous nos villages, dans toutes nos petites villes de France, ça s'appelait au Lion d'Or, ça s'appelait au Chapon Fin, ça s'appelait le Relais de Diligence, ça s'appelait... C'était toutes ces auberges, toutes ces petites auberges qui ont disparu parce que dans tous ces villages, on a vidé les centres-villes, bien souvent, les centres-bourgs, pour construire ces supermarchés à l'extérieur. Et puis ensuite, aujourd'hui, on trouve, parfois une crêperie en tant que breton, pizzeria, un kebab, mais la petite auberge. Ce jeune couple qui a travaillé peut-être dans des très belles maisons dans toute la France, qui aurait pu s'installer. Ils ont laminé par beaucoup de choses. La première, c'est là aussi, je pense qu'il faut à un moment donné, il faut remettre les cartes sur table. On a dit pour défendre le tourisme rural, c'est-à-dire pour apporter un complément d'activité à ce monde qui était déjà en crise et qui est déjà sous perfusion, je parle du monde agricole, on a inventé le tourisme rural. C'était quoi? C'était des emprunts à taux zéro pour refaire la ferme et pour faire des gîtes. Et avec des tables d'hôtes, où théoriquement c'était 80% des produits qui devaient être fournis sur l'exploitation agricole. Moi, j'ai vu, entre la baie du Mont-Saint-Michel et Saint-Malo, bon nombre de tables d'hôtes, justement, dans ces fameux gîtes, qui commençaient par un plateau de fruits de mer et qui se poursuivaient par un gigot de Nouvelle-Zélande. Il y a un moment, on comprend pourquoi le jeune qui doit reprendre le petit hôtel, vous savez, la petite affaire qui était un peu tombée, qui doit se remettre aux normes extraordinaires qui sont remises en question à peu près tous les 4 ans, que ce soit les normes d'hygiène, que ce soit les normes sécurité incendie, que ce soit les normes de ceci, portées par des grands lobbying et des grands groupes hôteliers pour faire disparaître la restauration et l'hôtellerie indépendante, au même titre que des grandes sociétés de producteurs de lait, enfin de transformateurs de lait, veulent mettre à genoux l'ensemble des petits producteurs de fromage au lait cru. C'est exactement le même phénomène. Et ça, c'est pas l'Europe. Ce sont des lobbying extraordinairement puissants. Alors, pour en revenir à ces petites auberges qui ont disparu, oui, ça, c'est un vrai vide touristique. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui à devoir proposer le premier restaurant français, on l'a évoqué dans le film en début d'après-midi, français qui est McDonald's, et de l'autre côté, l'alternative, ce serait oui, mais on reste très fiers avec nos établissements étoilés. Oui, mais entre les deux, on aimerait bien que nos jeunes puissent s'installer, avoir leurs entreprises, être de véritables artisans, mais pas nécessairement
Mais pour faire une cuisine bonne, sincère, authentique, vraie, de tous les jours, et avec, comme vous le disiez très justement, où il suffit d'avoir un accueil, une chaleur humaine, l'aubergiste qui était accoudé à sa porte, vous rentriez, ça sentait bon, il y avait un plat du jour. Oui, effectivement, le japonais, le chinois, les étrangers, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent venir trouver, ils veulent toucher la France, ils veulent goûter la France. Alors ils vont les goûter finalement chez le particulier, oui, s'ils ont la chance de le rencontrer. Mais c'est à ce niveau-là, c'est l'auberge qu'il faut faire revivre en France. C'est cet accueil. Si on met de côté les dérives ou les tromperies, la question qui est posée là, c'est bien l'accueil du coin de la rue, qui est un peu en crise. Et ce que nous dit l'arrivée de ce marché des tables d'hôtes, c'est qu'il y a une demande quand même de personnalisation, c'est-à-dire de venir croquer dans ce coin de France. Donc, est-ce que ce marché au sens large peut s'autoréguler? Non mais attendez, on peut croquer, mais enfin, je veux dire, il y a plein de jeunes professionnels qui sont là. À partir du moment où vous n'avez pas de TVA, à partir du moment où vous n'avez pas les mêmes charges sociales, à partir du moment où vous n'avez aucun contrôle, à partir du moment où vous faites, à un moment donné, votre restaurant, vous avez votre petit restaurant que vous voulez faire présenter de manière totalement honnête, il est battu d'avance. Un autre exemple, la frite surgelée. Non mais parce que ça aussi, parce que là on parlait d'économie, on décide de faire des frites, des bonnes frites françaises, la French fries. Okay. Alors il y a celui qui va acheter sa frite surgelée, une marque que je ne vais pas nommer, qui ensuite va avoir son petit four juste là pour les réchauffer. Il n'y a pas besoin de normes, il n'a même pas besoin du label restaurant. Par contre, quand vous voulez faire une frite, il faut le lieu de stockage de la pomme de terre. Indépendant de la cuisine. Il faut ensuite la cuisine, avec le système de sécurité incendie, parce qu'on a affaire à des friteuses. Ensuite, il faut savoir éplucher la pomme de terre, trancher la pomme de terre, avoir la pomme de terre bonne pour toutes les 3 saisons. Ensuite, il va falloir savoir faire cette bonne frite, et ensuite, il va falloir la servir. Je peux vous dire que le gars qui essaie de faire des bonnes frites françaises, pour mettre à niveau le prix de la frite surgelée, le gars qui fait la frite surgelée, en l'espace de 5 ans, il en aura ouvert 20 restaurants. Et l'autre, il continuera à souffrir. Bien, tous les métiers qui aujourd'hui nécessitent investissement important et une masse salariale importante, où ils ont robotisé, et on sait qu'on est dans un monde de la robotisation, où ils se sont délocalisés. Il n'y a plus de dentellières en France. Ces métiers-là sont des métiers extraordinaires parce que c'est quand même des métiers qui permettent de créer une multitude d'emplois, mais encore faut-il, alors je sais qu'il y a eu plein dépasser, il faut permettre aux entreprises qui emploient énormément de main-d'œuvre une latitude pour pouvoir continuer à exister et ne pas les asphyxier comme on a eu tendance à asphyxier tous les métiers qui nécessitaient une grande main-d'œuvre. Voilà. Donc il y a un élément économique de régulation, de tri à faire, mais il y a quand même, les gens ne viennent pas chercher que du prix, donc il y a aussi une question qui se pose sur la nature de la relation qui est fournie, non ? La nature de la relation, je crois que c'est ça qui est très très important parce que on en a parlé à plusieurs reprises. Moi, vous avez cité Thomas Keller à New York, par exemple, et je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose de spécifiquement américain. J'ai eu la chance d'y aller. Dans le service, pour moi, c'est exactement sur le même registre que les grandes maisons françaises. Et là, qu'est-ce que c'est le registre du service ? On n'est pas dans les pingouins. C'est vite dit, les pingouins. Je pense que ça traduit quelque chose qui est de l'ordre de la relation hiérarchique ou sociale, client-service. Donc chez Thomas Keller, comme dans les grandes maisons, vous avez un service qui a une caractéristique qui est le professionnalisme.
Et le professionnalisme, ça veut dire qu'il y a une discrétion. Quand vous discutez avec, quand vous vous entretenez avec eux, il y a toujours la recherche de l'équilibre parfait entre la présence et la discrétion, de ne pas donner l'impression qu'on est toujours sur le dos des gens, de ne pas avoir ce côté empesé, etc., qui met le client mal à l'aise. Et là, il y a des anecdotes, on peut raconter des anecdotes peut-être tout à l'heure, mais en revanche, il y a la manifestation d'une attention particulière et dans ce professionnalisme, je crois qu'il pose la question justement de la formation, c'est-à-dire est-ce que c'est un métier qui est reconnu comme un métier à part entière ? Est-ce qu'on peut... c'est vrai que dans les représentations, dans l'imaginaire de certains jeunes qui cherchent du boulot, enfin, tous les restaurateurs nous disent qu'on ne trouve pas de personnel, même dans une période de chômage important. Alors comme vous le dites, c'est probablement parce que la rémunération n'est pas à la hauteur, mais c'est aussi parce qu'il y a une certaine représentation de ce qui se passe dans ce métier qui d'ailleurs n'est pas dans la sphère de l'expérience quotidienne de beaucoup de ceux qui pourraient le pratiquer. Je veux dire, ils ne vont pas couramment au restaurant. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire en somme? C'est le dépingouiniser dans l'imaginaire et surtout le délarbiniser, le déloufiatiser, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est montrer que le service, c'est quelque chose qui justement est l'affaire de professionnels, qu'il y a un savoir-faire, il y a une finesse, et il y a quoi? Il y a la discrétion, l'observation, le tact. Le tact est une énorme qualité dans ce domaine-là. Je pourrais vous raconter des histoires, mais vous pourrez sûrement m'en raconter bien davantage. Et je voudrais juste, j'ai une anecdote qui illustre bien ça. J'avais connu avec un groupe d'amis un vieux maître d'hôtel d'une grande maison de 3 étoiles qui avait fait 30 ans dans sa maison. Et un jour, on a eu l'occasion de faire un repas dans cette maison et on s'est dit on va l'inviter à s'attabler là où il servait pendant 30 ans. Et j'étais à côté de lui. Et ça a été une conversation extrêmement... qui m'a beaucoup frappé, parce que je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Et alors il m'a dit, peut-être Châteaudun, ou un endroit comme ça, je ne sais plus, une ville moyenne comme ça. Et il m'a dit, je fais des petits extras à droite et à gauche. Et là, par exemple, je vais servir pour les fêtes le repas des vieux de la commune. Je lui dis, bon, vous faites ça comme ça? Oui, il me dit, mais j'aime beaucoup ça. Bon, vous aimez beaucoup ça? Oui, j'aime beaucoup ça parce qu'on voit comment on peut gratifier les gens par le service. Et il m'a fait une démonstration en me disant, vous voyez, quand j'arrive au-dessus d'un petit vieux, là, comme ça, qui n'a pas beaucoup de moyens, et tout, que j'arrive, et je pose l'assiette devant lui, alors il me fait le geste que je ne sais pas faire, il pose l'assiette, et puis il met l'assiette du bon côté, comme ça, sous la personne, et il me dit, je vois le visage se retourner vers moi comme ça, avec un sourire, et ça me comble de joie. Et c'est vraiment un truc... Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a toujours eu un problème de relation hiérarchique et sociale entre clients. Quand je vous racontais tout à l'heure l'anecdote du maître d'hôtel méprisant à New York, c'était une affaire de sensation, de sentiment d'infériorité américaine par rapport à la sophistication, à la culture. Enfin, ils ont l'impression de ne pas très bien savoir où ils mettent les pieds. On trouve toujours ça, d'ailleurs, le facteur intimidation dans la fréquentation des restaurants français à l'étranger, et en particulier aux États-Unis, dans les grands en tout cas. Et le rapport... Moi, je crois que le problème ici et maintenant, c'est que justement, la profession n'a pas bien encore trouvé la manière de rétablir des rapports, j'allais dire, démocratiques entre clients et services. Et finalement, il y a des formules qui connaissent un succès absolument considérable et dans lesquelles on sous-estime la part de la relation service-client. On s'arrête à des questions d'objets ou de décors ou de pratiques, mais en fait, cet objet, ce décor, cette pratique change la relation client. Je pense par exemple aux ateliers de Joël Robuchon. C'est-à-dire l'idée, alors c'est de la restauration de luxe, mais l'idée du comptoir, si vous regardez ce qui se passe, ça change radicalement. D'ailleurs, il le dit lui-même, enfin, il est tout à fait conscient de ça, c'est délibéré.
On dit toujours la cuisine, et on voit le spectacle de la cuisine, c'est important, mais un des aspects les plus importants probablement, c'est que de part et d'autre du comptoir, il y a une relation d'abord à même hauteur entre le client sur tabouret et le serveur debout de l'autre côté, et il y a une relation d'égal à égal. Il peut y avoir une conversation, une interaction entre deux individus. C'est une relation radicalement différente. C'est un peu ce qui se passe dans les films américains entre le barman et le type qui noie son chagrin dans un verre. On peut arriver à avoir un échange beaucoup plus personnel. On peut garder la distance, mais on peut aussi avoir un échange personnel. Et ça, je pense que c'est ça qui est important. Et en effet, les formules qu'on enseigne dans les écoles hôtelières ou sur lesquelles on se creuse la tête pour oui, bonne continuation, bon appétit, faut-il dire ou ne pas dire bon appétit, etc. Bon, ouais. C'est un petit peu des gimmicks comme ça qu'on voudrait utiliser, des recettes qu'on voudrait utiliser pour régler un problème de fond qu'on n'a pas vraiment abordé. Donc professionnaliser le service, lui rendre ou lui donner, lui conférer une nouvelle noblesse et une noblesse démocratique. Il ne faut pas qu'il y ait de rapport d'infériorité parce qu'il y a des clients très mal élevés, comme vous l'avez dit, du pain, de l'eau. Mais ça, c'est dans tous les commerces, dans toutes les... Je veux dire, dans les magasins, vous pouvez aussi avoir des conduites grossières de clients. Sauf que parfois, si je peux me permettre, très vite, on a quand même le rapport... le client qui s'installe à une table peut parfois imaginer que cette personne qui est là, qui devrait être complice et qui est là avec toute sa bonne volonté, je peux vous assurer que parfois j'ai des jeunes qui sont effondrés parce que ils sont plutôt traités comme des domestiques. Et ça, c'est vraiment navrant. Pour reprendre le principe de notre ami Joël Robuchon, qui est une parfaite illustration de la pénurie de personnes voulant travailler en salle, parce que justement, l'idée de mettre un bar, il a diminué de 2/3 son équipe de salle. Donc c'est assez intelligent. Vous avez Noma et toute la nouvelle génération de cuisiniers en Scandinavie, mais aussi au Pérou et ailleurs, où ce sont maintenant les cuisiniers qui vont directement en salle, probablement pour cette chose-là. Mais ça remonte assez loin. C'est l'histoire de service à la cloche et à l'assiette. C'est exactement... Je reste persuadé, moi qui suis plus sur les valeurs que sur l'économie, je reste persuadé que quand même dans ces activités, ce sont quand même des commerces et qu'il y a un rapport à l'économie et au développement d'une entreprise c'est incontournable. Après, on trouve les astuces, mais c'est évident qu'il y a cette évolution. Mais regardez les pâtissiers. On avait l'impression que les pâtisseries allaient disparaître, ce métier. Il y a quand même, regardez, aujourd'hui, c'est accueil. Alors, dans le monde entier, d'ailleurs, vous allez au Japon, vous allez, enfin, n'importe. Aujourd'hui, la reconnaissance de l'excellence de la pâtisserie française. Toutes les pâtisseries devaient disparaître. Aujourd'hui, elles fleurissent à nouveau dans toutes les grandes villes et même dans les villes moyennes. Pour vous dire que je crois beaucoup en demain. Aujourd'hui, un jeune qui a 18-20 ans, il dit à sa copine « je suis cuisinier ». Mais c'est presque déjà... Voilà, c'est tout à fait honorable. Il dit « je suis serveur », c'est pas pareil. Parce que, entre-temps, la médiatisation est passée par là, la notion de notoriété, et il y a une évolution énorme. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, un maître d'hôtel, je peux vous dire, on connaissait le prénom du maître d'hôtel, et parfois les cuisiniers pouvaient passer, même les chefs de cuisine ils pouvaient passer, on ne s'en souvenait pas. Donc il y a eu une bascule. Donc je reste persuadé qu'avec quand même cette chose dont dispose notre jeunesse, encore dans beaucoup de familles, la notion du bon goût, la notion de se tenir à table, la notion du vin, la notion d'une cave, la notion... Cette chose-là, il ne faut pas grand-chose que cette étincelle revienne, pour permettre aussi à ces jeunes de pouvoir s'installer, justement, de pouvoir fleurir l'ensemble de guinguettes dans tous les villages de France, qui se trouvent être l'expression de chaque territoire, avec cette valeur de l'intention qui, elle, n'a pas de prix et ne s'apprend pas dans les livres. Je reste persuadé que c'est quelque chose que nous allons revoir fleurir. Mais
Je ne sais pas, il faudrait que peut-être quelqu'un imagine une formidable émission de télévision avec peut-être une succession de sketchs pour mettre en avant et pour présenter les meilleurs maîtres d'hôtel, les meilleurs directeurs de salle, les meilleurs chefs de rang. Est-ce que demain, il ne faudra pas imaginer un seul plat avec une formidable découpe? On peut imaginer un baron d'agneau comme ça. Le grand restaurant en télé-réalité. Oui, mais tout d'un coup, oui, peut-être, mais avec simplement un plat. C'est le baron d'agneau aujourd'hui, et le gars, il est là, il découpe. Ce serait formidable. Moi, je reste très optimiste pour toute cette jeunesse, pour que demain, elle ait en main les clés pour pouvoir accueillir le monde entier. Alors, une remarque sur la pâtisserie, ce qui est intéressant, c'est justement c'est dans les boutiques que les enjeux prennent du volume. C'est-à-dire que les équipes boutiques, il y a un travail sur les équipes boutiques et qui va croissant pour faire que la chaîne de valeur, la créativité des pâtissiers évidemment est rayonnante dans le monde. Ils sont dans des, je me permets juste de dire un mot là-dessus, ils sont dans des marchés, le Japon notamment, où ils sont, parce que justement ils rentrent dans des codes et parce que c'est des produits de luxe à des valeurs nominales qui sont relativement basses. C'est-à-dire que c'est l'accessoirisation du luxe, la pâtisserie. On peut se faire un très très grand plaisir de très haute valeur pour 7 €, c'est déjà du très haut de gamme. Donc, mais parce que derrière, que ce soit sur les marchés export ou en France, les équipes sont formées. C'est là où il y a un repli. Donc moi, j'entends ce que vous dites de part et d'autre sur les conditions économiques éventuellement inégales, etc. Mais si on se place quand même raisonnons par l'absurde, mettons-nous dans un monde idéal où la chambre d'hôte n'est pas l'ennemi du restaurateur, du relais de poste qui était en voie de disparition. On peut quand même faire le constat lucide qu'on a ce problème de l'accueil au coin de la rue qui pose problème. Les étrangers le disent ou ne le disent pas. Quelles sont les voies de progrès? Première question que je vous pose à tous les trois. Et où doivent... on ne va pas attendre que l'ADN français revive spontanément pour faire apparaître les bonnes pratiques de demain qu'il faut inventer. Comment ça peut s'organiser? Est-ce que c'est la profession avec son relatif... ces logiques de business qui sont quand même entrepreneuriales, voire individuelles des fois? Est-ce qu'au contraire, c'est des collectivités locales dans des zones de chalandise du touriste qui doivent prendre la main? Est-ce que c'est l'État qui vient, malheureusement il n'est pas représenté, mais je suis obligé de dire qu'à partir du mois prochain, j'avais jamais vu ça. Moi j'ai une étudiante qui a fait un mémoire, HEC Sciences Po, qui a fait un mémoire sur l'enjeu, justement, c'est ce qui avait donné l'idée de cette conférence pour la France de ces sujets-là. Et là, je vois apparaître des MOOC qui vont sortir dès décembre pour comprendre l'étranger. Je me dis, mais avant, on ne le comprenait pas, alors on a besoin qu'on nous l'explique. Donc c'est ces questions-là, moi, que j'aimerais bien vous titiller sans vous tendre des pièges sur où sont les chemins vertueux des bonnes pratiques, qui doit les mener. Est-ce que les institutions ou les collectivités publiques ou l'État peuvent avoir un rôle? Vous voulez peut-être prendre la parole là-dessus? Alors, moi, je pense que c'est une responsabilité collective. Si on fonctionne en mode projet, je crois que les collectivités territoriales, effectivement, ont une responsabilité, mais avant tout, je pense que ça passe par l'école. Enfin, moi, je crois beaucoup à l'éducation, à la connaissance, et sans doute dès le plus jeune âge, former à l'accueil, former à recevoir l'autre, et si possible dans un état d'esprit de bienveillance, sans me répéter. Quand on se lèvera quand le maître entre, pour un code un peu suranné, on aura restauré le potentiel d'accueil de nos jeunes têtes blondes. Non, je vous taquine. Mais je crois que voilà, ça commence à l'école. Moi, je monte des projets avec des écoles. Notamment, là, je suis en train de monter un projet avec une école primaire de Tours. Et les enfants de 8-10 ans sont invités à confectionner une fresque pour la fête de l'hiver de notre ville jumelle de Takamatsu au Japon. Les enfants, non seulement ils vont offrir quelque chose à leur ville jumelle pour une fête particulière, c'est un rituel, mais c'est les former aussi à accueillir les 5e rencontres de la coopération l'année prochaine à Tours. Parce que l'intention, c'est qu'ils soient associés à ce projet, aussi petit soit-il. Et pour ça, il faut que je les mette en connaissance. Donc, je travaille avec une japonaise qui m'accompagne dans le projet avec mes collaborateurs. Et les enfants, ils vont être associés à ce projet
à comprendre comment on accueille un public japonais. C'est pas accueillir un public chinois, ni un public américain. Et les enfants, mais ils sont heureux parce que je les mets en responsabilité. Ils sont coproducteurs, non seulement à créer une fresque, mais aussi je leur apprends à accueillir, et en plus dans un domaine qui relève de la diplomatie France-Japon. Alors ça, c'est mon rôle collectivité territoriale. Mais après, ça passe par les écoles vraiment spécialisées, les chambres consulaires, les commerçants. Enfin, je crois qu'on a une co-responsabilité du bon, du propre, du juste pour cette économie de l'accueil, de la gastronomie et de l'art de recevoir en France, ici, mais aussi qu'on peut exporter à l'extérieur. D'accord, donc l'exemplarité, croire en la jeunesse et l'aider. Mais j'ai envie de vous embêter avec une question, c'est la force d'une chaîne, elle tient à ses maillons faibles en fait. Qu'est-ce qu'on fait dans une zone comme ça pour traiter le problème des maillons faibles? Parce que ce qui nuit à l'accueil, éventuellement la perception de l'accueil, c'est pas les bons élèves, c'est... Eh bien, je poursuis. Je crois qu'il faut aller voir les gens. Enfin, je crois qu'il y a un travail d'explication, de mise en connaissance et surtout à savoir pourquoi il y a ces maillons faibles et à identifier, à qualifier. En fait, je crois que c'est donner une définition, peut-être écrire ce qu'est qualifier un accueil de qualité, comme avec des bons produits, mais aussi avec une intention, avec une attention. Et après, coécrire le projet ensemble. Sinon, les maillots faibles, on ne les changera pas. Enfin, il m'arrive, moi, d'avoir dans mes projets d'accueil, de bout en bout. Moi, je monte j'accueille dans les hôtels, je monte des repas, j'accueille à la mairie, je fais appel à des professionnels qui parfois ne le sont pas très professionnels. Et parfois, je n'ai pas vraiment une amplitude énorme à travailler avec d'autres professionnels et de me dire, bon, celui-ci ne convient pas, je vais changer. Parfois, je ne peux pas changer. Il faut que je fasse avec. Mais il faut que je fasse un pas vers la personne et je lui explique mon projet et de voir pourquoi, finalement, on ne s'accorde pas. Et je pense que c'est une responsabilité partagée. Et je dois dire qu'en plus de 20 ans de carrière dans les relations publiques et les relations internationales et la coopération internationale, j'ai vu des gens vraiment évoluer. Mais parce que j'ai fait l'effort, en tout cas j'ai eu la démarche et l'intention d'aller expliquer ma problématique, mon projet, et de se dire, je ne vais pas vous l'imposer, parce que je crois qu'on ne peut pas forcer les gens. On va l'écrire ensemble et vous allez me dire ce qui, dans mon projet, la pierre d'achoppement, ce qui vous gêne et comment on pourrait progresser ensemble, si vous avez envie. Voilà. Sinon, à un moment donné, effectivement, il faut vraiment que je change. Mais je crois qu'on peut faire évoluer les gens, mais encore faut-il se donner les moyens de les faire évoluer, d'aller vers eux, et puis peut-être de créer des outils et de créer une chaîne. En tout cas, ne pas les laisser seuls et soi-même travailler tout seul et décider tout seul des choses. J'entends des principes de mobilisation, de contagion. Est-ce qu'on peut, de façon vertueuse... Tout d'abord, d'une manière générale, je veux dire qu'il faut saluer pour la première fois un ministre qui s'est rendu compte que le tourisme avait une importance considérable dans notre pays. Laurent Fabius a fait un travail remarquable à ce niveau-là, et en tous les cas, il a regonflé l'ensemble des troupes liées au tourisme en France, chose qui n'avait malheureusement jamais existé. C'est-à-dire que c'était vraiment l'activité plus que secondaire, qu'il fallait au contraire la réindustrialisation, toutes ces choses-là c'était capital, mais le tourisme, alors là c'était... on ne devait pas trouver une richesse et une source extraordinaire de développement à travers notre pays. Donc moi je dois saluer quand même cette initiative et qui a déjà un impact.
il faut bien le reconnaître, c'est qu'il y a déjà un impact dans l'ensemble de la profession, si je peux me permettre. Donc il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience, parce que c'est quand même faire de l'export tout en restant à la maison. Je rappelle que le tourisme, c'est 45% de devises, de nos chiffres d'affaires, qui rentrent dans nos maisons. C'est de l'export. C'est une telle évidence en que créant les gens des la voient emplois. Et en même temps, en mettant en avant quand même tous nos producteurs, tous ces gens de la terre et tous ces gens de la mer. Donc c'était quand même une formidable vitrine pour l'extérieur. Et pour reprendre un exemple aussi de comprendre comment véhiculer la France, quand vous allez à Ginza, par exemple, au Japon, c'est probablement le seul endroit au monde où vous êtes, mais alors plus que fier d'être français. Parce que de la vache qui rit au chocolat et vin, en passant par le sac Hermès, tout est français. Tout est français. L'Occitane et d'autres. Et là, mais il y a une chose qu'il faut se rappeler. Dans nos cuisines, alors peut-être trop, on a eu pendant plus de 20 ans plein de petits Japonais stagiaires dans nos cuisines. Puis un jour, il y a eu les fameuses lois Pasqua qui ont dit « Top, terminé, ces jeunes Japonais prennent la place de nos petits Français ». Ils ne se sont pas rendus compte que c'était un boulevard à l'export. Un boulevard à l'export. Alors, donc ça, c'est positif. Il faut aussi le dire, les choses, quand elles vont un petit peu mieux, quand même, il y a une vraie prise de conscience. Et puis, une autre chose, on a parlé tout à l'heure de ces grincheux que l'on trouve au coin de la rue. Mais il y en avait d'autres grincheux, il n'y avait pas... enfin, moi, je ne partage pas ce point de vue, comme quoi tous les gens qui sont dans le service de la restauration et de l'hôtellerie, en particulier sur Paris, sont grincheux. Mais par contre, il y avait nos chauffeurs de taxi. Il y a eu Uber, dis donc. Ça, c'est pas l'État, c'est pas les collectivités. Il y a eu tout d'un coup une entreprise qui est venue taquiner la France sur un principe